Alors, bonjour à tous. Désolé de ce début tardif. Comme Claude le disait, le but de cette conférence est de discuter justement de tactiques, d'approches qui vous permettent de diminuer vos investissements ou de garder vos investissements au même niveau et de convertir plus en ligne. On va parler de différentes approches au courant de la conférence. Et bien sûr, à la fin, vous pourrez me poser des questions s'il y a lieu ou si vous trouvez que ce que je dis n'a pas de sens. Donc, le premier point important, c'est au niveau du temps web versus dollar web. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens d'agence ici ou des gens qui ont des budgets marketing. Ce graphique-là, vous devriez le garder un peu sur votre bureau. C'est juste pour voir que présentement, le temps que les gens passent sur l'Internet versus d'autres médias est quand même très important. On parle d'environ un tiers de leur temps, 37 % se fait en ligne, alors que l'investissement actuel en publicité est de 14 %. Donc, c'est vraiment une très grande différence. Et si on pense à ce qui se passe au niveau des journaux actuellement, si les journaux ont un peu de difficulté, bien, c'est notamment à cause du fait que le temps passé par les Américains, parce que cette statistique-là est américaine, est de 4 % sur les journaux, alors que l'investissement publicitaire est encore de 24 %. Deuxième key learning, je dirais, associé au positionnement payant, creuser au fond des choses. J'ai deux exemples de campagnes ici. C'est de la donnée qui sort de Google Analytics, c'est de la donnée que tout le monde peut aller voir dans leur campagne et qui permet de savoir votre taux de conversion en fonction de votre position dans les moteurs de recherche au niveau du positionnement payant. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, pour le mot-clé « habitation », le fait, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, là, mais ce qu'on voit, ce qui est important, c'est plus la grande tendance, c'est qu'au niveau du positionnement, la position 1 nous donne un taux de conversion de 27,7 % versus les autres positions, par exemple, la position 2 et la position 3, qui ont des taux de conversion très élevés à 24 et 24 %. Donc, en gros, on pourrait, si on avait à diminuer notre budget, c'est-à-dire, regardez, on va décider de mettre seulement nos campagnes, on va les optimiser pour se positionner en deuxième et troisième position, ce qui va nous coûter beaucoup moins cher que la première position, et on va aller chercher le même nombre de conversions. Donc, on diminue beaucoup moins cher chaque clic, puis je vais chercher le même nombre de conversions. C'est encore plus clair au niveau du mot-clé Arc'teryx, donc un magasin qui vend des vêtements Arc'teryx en ligne. Et ce qu'on voit, c'est que de se positionner en première position, c'est carrément pas une bonne idée parce qu'on s'en va chercher des conversions à seulement 0,94 %, alors que si on est positionné en troisième position, en side 3 ici, donc le sixième résultat, on a presque 3 % de taux de conversion. Donc, en investissant beaucoup moins, on obtient des résultats bien meilleur. Donc, si vous faites ce travail-là, c'est très simple. C'est dans l'interface de Google Analytics. Vous faites juste cliquer Keyword Position et vous avez toute la donnée. Et vous pouvez après ça optimiser vos campagnes en utilisant cette donnée-là. Et le dernier point, c'est trouver et profiter des failles et des opportunités. Ça, c'est un petit, disons que c'est presque une joke parce que c'est pas quelque chose de gros, mais je l'ai tout de même relevé parce que de plus en plus avec les nouvelles avancées, les nouveaux téléphones ou la quantité de nouveaux produits, de nouveaux services qui sortent, bien, c'est sûr qu'à certains moments, il y a des petites failles. Celle-là, c'est une faille qu'on avait décelée parce qu'en décembre, Google a lancé des annonces de positionnement payant qui pouvaient se faire directement sur des utilisateurs mobiles, donc des iPhones, des BlackBerry, etc. Et ce qu'on voyait, c'est que c'était possible de mettre une annonce avec un numéro de téléphone. Et si on cliquait sur le numéro de téléphone, au bout de la ligne, ce n'était pas un clic, donc ça ne coûtait rien. Fait que de se positionner comme ça pour une compagnie de taxi, pour un restaurant, pour n'importe qui, il se positionnait, la personne cliquait sur son numéro de téléphone, et voilà, une annonce gratuite, ça ne coûte rien du tout. Donc, c'était extrêmement le fun. Ce qui est triste, c'est que ça ne fonctionne plus depuis 2 semaines. Je suis content de l'avoir vérifié hier, parce que sinon, j'aurais peut-être eu de l'air d'avoir des mauvaises sources. Mais en gros, Google a sorti il y a 2 semaines ses Mobile Ads, qui fait que chacun de ces appels-là, maintenant, coûte 2 $, 3 $, 4 $ en fonction du mot-clé. Mais en gros, pendant 4 mois, c'était gratuit. Donc, il existe ce genre de faille-là, ce genre d'opportunité-là. Donc, il faut être au fait, puis il faut regarder. Puis ces genres des clics gratuits, on aime toujours ça. Donc maintenant, qu'on a passé les 3 points majeurs au niveau du positionnement payant, je vais vous parler du référencement organique. Le premier point au niveau du référencement organique, vous allez tout de suite me dire que je suis niaiseux puis que c'est plate, mais c'est quand même ça. Simplement y penser. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui n'y pensent tout simplement pas, puis que ça ne fait même pas partie de leur aspect qu'ils vont vérifier lorsqu'ils vont créer un site web, le volet référencement organique. Pourtant, c'est quand même un secteur clé, comme je vous l'ai dit dès le départ. Donc, pourquoi? Si on voit ça, pour quelle raison Honda se positionne 15e sur la requête Honda Civic? Est-ce qu'on s'entend pour dire que
Honda Civic, on devrait tomber sur le site de honda.ca/civic. Il me semble que je ne vois pas pourquoi on se positionne 15e avec le site d'Honda. Et la raison est vraiment simple, c'est pour ça que je vous dis que les gens n'y ont juste pas pensé. C'est, vous voyez ma belle petite flèche ici qui pointe, c'est que les gens qui ont fait le site n'ont pas pris le temps d'écrire Honda Civic dans le titre de la page. Et je vous garantis, je peux vous le garantir, mais je vous dirais que les chances sont très fortes que juste en écrivant Honda Civic dans ce titre-là, le site se positionnerait probablement premier sur le terme Honda Civic. Mais là, à la place, ils sont 15e, ils sont obligés de payer pour chaque clic pour s'assurer que quand quelqu'un cherche Honda Civic, on est là. Donc, des petites choses comme ça qui feraient la différence. Deuxième point, au niveau de Volkswagen, même chose, 18e sur Volkswagen Jetta. Pourquoi ils se positionnent à ce moment-là? Puis même le 18e résultat, lorsque j'ai fait la recherche dans google.ca en français, ça me fait tomber sur un site américain avec une page anglaise. Pourquoi ce problème-là? Simplement parce que Volkswagen a décidé de faire 20 sites complètement différents, 20 pages différentes pour la Volkswagen Jetta en fonction de si vous êtes sur le site Québec français, Ontario français, Ontario anglais. Donc, on a 20 pages. Comment voulez-vous que Google comprenne laquelle il devrait positionner? Donc, à la place, il nous positionne la page américaine en 18e position. Ça serait encore une fois un petit tweak qui serait possible à l'intérieur du site et automatiquement, j'imagine que Volkswagen se positionnerait premier sur son terme. Un dernier, Rogers, Fido, Bell et TELUS, bon, ne sont même pas dans le top 100 pour cell phone, téléphone cellulaire. C'est juste pour vous donner une idée, on s'entend pour dire qu'il y a des bonnes chances que ces compagnies-là pourraient se positionner sur leurs termes clés, mais je n'ai pas remarqué trop de compagnies dans ceux-là qui ont pris le temps d'écrire ces termes-là, qui sont, en passant, les termes les plus recherchés dans leur domaine, dans leur titre ou dans leur balise importante. Donc, simplement y penser, c'est ça. Et un dernier point quand même, parce que nous, ça a l'air qu'on y a pensé. Trouvez-vous ça normal qu'Adviso se positionne 5e sur recette de dinde? Moi, non. Je trouvais ça assez troublant lorsque j'ai remarqué dans nos statistiques qu'autant de gens venaient sur notre site pour recette de dinde. Et en fait, c'est encore vrai en plus. Ça a été vrai pendant le temps de Noël, mais là, c'est encore vrai. On a encore plein de gens qui viennent sur notre site avec recette de dinde. Ça a même fait qu'on a décidé de ne pas faire de top 10 des mots-clés les plus utilisés pour venir sur notre site parce que c'est genre Bye Bye 2008, parce que vous savez la controverse, et puis recette de dingue. Donc, on s'est dit, c'est pas vraiment notre core business. Donc, voilà, tout ça simplement parce que notre site a été conçu en pensant au référencement. C'est pas qu'on a fait des choses complexes, mais c'est qu'au bout de la ligne, il a été conçu pour que Google comprenne que ces pages-là, que cette page-là est représentative pour le terme recette de dingue. Ça m'emmène à parler justement aussi toute la notion de la force du domaine. Donc, ça aussi, c'est un point que beaucoup d'entreprises semblent négliger. Un nom de domaine, c'est quelque chose d'important. Si vous décidez de changer de nom de domaine, c'est comme déménager. Puis c'est vraiment aussi complexe. Là, je veux dire, là, ici, j'ai mis un beau véhicule en déplacement, mais il y a beaucoup de choses à penser lorsque vous allez déménager, que ce soit les redirections, que ce soit le nouveau nom de domaine, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ce nouveau nom de domaine-là si vous l'avez acheté de quelqu'un. Donc, il y a plein de choses à vérifier et il y a plusieurs personnes qui ne font pas ces vérifications-là lorsqu'ils vont changer de domaine. Donc, c'est un point important. Puis aussi, tout le volet, il y a beaucoup d'entreprises, d'agences qui ont tendance à partir des noms de domaine à répétition pour des campagnes. On va partir telle campagne, ça va être sur tel nom de domaine, telle autre campagne sur tel nom de domaine. Ce qui est triste en faisant ça, c'est que vous perdez la force de votre domaine principal. Souvent, c'est le domaine principal qui, lui, a déjà plein de liens et qui déjà a tendance à pouvoir bien se positionner. Si vous réussissez à emmener vos microsites à un certain point à l'intérieur de votre domaine principal en mettant un sous-répertoire, automatiquement, ces microsites-là seraient vus tout de suite par Google. Dans le lendemain, ils apparaîtraient, puis vous positionneriez beaucoup mieux sur les résultats. Et puis ça ne vous empêche pas de faire un nom de domaine précis que vous allez annoncer à la télévision ou sur des billboards. On n'a aucun problème avec ça. Faites juste les faire rediriger après sur votre domaine principal. C'est bénéfique. Premièrement, parce que ce nouveau microsite-là va apparaître beaucoup plus vite dans les moteurs de recherche. Puis en plus, c'est que si jamais ce microsite-là fonctionne super bien, bien, tous les liens puis tout le hype autour de ça, bien, ça va tout revenir à votre domaine principal, ce qui va faire que votre domaine principal va devenir encore meilleur. Donc, pensez-y à 2 fois avant de dire « OK, je pars un microsite, je pars un microsite ». Regardez votre environnement actuel puis dites-vous « Est-ce qu'il y aurait moyen d'en ramener plusieurs sur mon domaine principal ?» Et le dernier point, c'est référencement et créativité ne sont pas aux antipodes. Donc ça, plusieurs personnes disent « Ah, je veux faire du flash, référencement, j'oublie ça. Ah, j'ai mon équipe créative, ça ne tente pas qu'on fasse du référencement, c'est trop compliqué, etc. » J'ai pris l'exemple d'Adidas parce qu'en plus, ils ont gagné un prix dernièrement avec leur site Adidas Originals, étant donné que justement, c'était créatif et tout, ça a été gagné chez Infopresse. Donc, ce site-là, ça ne paraît pas parce que c'est en flash, il y a une vidéo, ça bouge, là, je ne pouvais pas le mettre ici, là, mais il y a du son, il y a tout ce que vous voulez. Mais tout de même, on a réussi à faire une version
qui est tout à fait visible par Google et qui permet à des utilisateurs qui cherchent un mot-clé associé à ce site-là de tomber sur le site. Comment? On a simplement fait une version compatible au moteur de recherche que Google est capable de comprendre. Et en même temps, le bénéfice, c'est que, je ne sais pas si vous utilisez un iPhone ou des téléphones intelligents, mais souvent, ces appareils-là ne sont pas compatibles Flash. Donc, automatiquement, les gens qui allaient sur ce site-là ne voyaient rien. Alors que maintenant, ils voient ça. Ils sont capables de naviguer à l'intérieur du site et de trouver des informations. Donc, on n'a pas cette version-là n'est visible qu'aux utilisateurs iPhone et à Google. Parce que toute personne qui navigue avec un ordinateur normal va se retrouver à avoir la version qui est en flash et qui bouge et tout. Donc, encore une fois, ça n'a pas été tant de travail que ça de faire cette modification-là, mais on est positionné dans Google sur des termes clés pour Adidas et on réussit à avoir des visites qui proviennent de là. Puis, on sert aussi les utilisateurs mobiles. L'autre exemple, si jamais vous êtes créatif, que vous avez des vidéos ou du matériel comme ça, de plus en plus, les moteurs de recherche, le blended search qu'on appelle, ont tendance à faire apparaître des résultats de vidéos de YouTube, par exemple. C'est sûr qu'avec le prix que Google a payé pour YouTube, ils essayent de le relever un peu. Donc, au bout de la ligne, quand ces vidéos-là apparaissent, par exemple, je fais une recherche sur iPhone et le 4e résultat, c'est des vidéos. Donc, pourquoi ne pas essayer d'utiliser vos matériels, vos produits que vous avez faits et de les mettre en ligne sur YouTube et de les optimiser pour qu'ils apparaissent pour des mots-clés? Vous pourriez vous retrouver dans la première page de Google sur des termes clés, puis en plus, ça serait votre annonce créative qui apparaîtrait là ou ce que vous avez créé. Donc, vraiment, c'est un aspect important. Il y a moyen de bien se positionner dans Google et d'être très créatif aussi. Et le dernier point, c'est pas relié. Oui? Bien, c'est sûr que d'après moi, Google a tendance à sortir plus rapidement des résultats de YouTube que d'autres sites. Par contre, il y a des outils qui permettent de soumettre d'un coup, par exemple, une vidéo à toutes les, mettons, les 10 plus grandes plateformes sans problème. Maintenant, de voir si c'est sur votre site ou si c'est sur un autre site, là, il y a plein d'éléments à vérifier en fonction de est-ce qu'on veut faire nous-mêmes de la publicité à l'intérieur de ce site-là, qu'est-ce qu'on veut réaliser exactement. Mais au bout de la ligne, moi, si j'avais quelque chose de créatif puis que je serais capable de l'utiliser, je me dis ça pourrait être un actif que je pourrais mettre sur YouTube puis réussir à avoir à me positionner sur un mot-clé associé à ça, je le mettrais probablement là-dessus. Donc, le dernier point, ce n'est pas relié au référencement du tout, ce n'est pas relié au moteur de recherche, c'est relié à l'optimisation constante de votre site. Donc, on vient de parler de 2 stratégies qui vont vous permettre, sans dépenser des gros montants, puis en gardant vos investissements au même montant, de convertir plus de gens. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là qui viennent sur votre site, comment je peux l'optimiser, ce site-là, pour réussir à avoir des meilleurs résultats? Donc, le premier point qu'on doit faire, c'est de trouver les bonnes pages à optimiser. Donc, c'est certain que si vous regardez un site, surtout des gros sites complexes, quelles sont les pages que je devrais me dire, je vais faire des tests là-dessus ou bien je vais la modifier parce qu'elle ne convertit pas assez. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va regarder les pages qui reçoivent du trafic qui nous coûtent de l'argent à un certain point et qui nous coûtent le plus d'argent possible, et les pages qui ont un haut taux de rebond. Donc, des pages que les gens arrivent et vont quitter tout de suite. Ici, ce que j'ai fait, c'est un écran qui sort de Google Analytics. Présentement, ce n'est pas encore tout le monde qui a accès à cet écran-là. C'est actuellement en train d'être sorti de la version bêta, mais en gros, ça permet de faire des pivot tables qui vont permettre de mettre 2 variables. Donc ici, j'ai mis la variable landing page en haut et la variable qui est le groupe d'annonces sur la gauche. Et ce que ça me permet de faire, c'est dans le même écran voir que j'ai une page, les 2 pages qui sont en rouge sont des pages qui me coûtent cher parce que c'est des annonces qui viennent de Google et j'ai eu 3000 visites qui viennent de là, par exemple, et qui ont un taux de rebond ici de 70 %, ça fait mal, j'aime pas ça. Et l'autre, 1057 avec un taux de rebond de 57 %. Donc, ce que ça me dit, c'est ces pages-là, il faut les travailler. Donc, c'est la meilleure façon de trouver quelle page je vais finalement commencer à optimiser. Une fois qu'on a trouvé les bonnes pages, bien là, ce qu'il faut faire, c'est de laisser tout le monde de votre équipe parler, puis de vous dire, de ne pas nécessairement castrer des idées que vous pouvez dire « Ah, mais non, ça, c'est pas une bonne idée, ça n'a pas de sens, on peut faire ça comme ça ». On va laisser les clients, on va laisser les visiteurs du site décider quelles sont les pages qui nous donnent vraiment les versions qui nous donnent les meilleures conversions.
Donc, j'ai pris un exemple d'un site qui n'est pas si grand que ça, c'est le site avocat.qc.ca. C'est une personne qui vend ici, sur cette page-là, des testaments. Donc, si vous cherchez testament dans Google, vous allez probablement tomber sur cette page-là. Et ils nous ont demandé de regarder ce site-là et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'optimiser. Premier point qu'on a fait, on est allé utiliser un petit outil gratuit qui s'appelle Crazy Egg pour regarder les gens cliquent sur quoi. C'est ce que vous voyez sur la droite, ce n'est pas très, très clair à l'écran, mais en gros, c'est des heatmaps qui vous donnent une idée de où les gens ont cliqué dans cette page-là. Et ce qu'on apprend, c'est que les gens ont cliqué, entre autres, sur « Donnez-moi plus de renseignements sur ces modèles, sur les modèles de testament que vous avez. Donnez-moi des renseignements sur qu'est-ce que les gens, qui en a parlé dans les journaux, des choses comme ça. » Donc, ce qu'on a dit, c'est si les gens veulent voir ça, comment on pourrait s'organiser pour mettre plus d'informations, finalement, sur la page pour que facilement, il y ait accès à cette information-là. Et on a fait 3 versions différentes de la page. Et lorsqu'on voit les résultats, bien, la combinaison 2, c'est la gagnante. Donc ça, c'est un écran qui sort de Google Website Optimizer et qui permet de faire des tests, justement, A/B, et de faire différents types de tests sur des pages. Et on voit que la combinaison 2 est rendue avec un taux de conversion de 3 %, alors qu'auparavant, lorsque le client est venu nous voir, on avait un taux de conversion de 1,5 %. Donc, c'est simple, c'est x2. Il faisait une vente, maintenant, il en fait 2. Ça va quand même assez bien. Et là, vous allez avoir mal aux yeux, je vous préviens d'avance, fermez les yeux, les cœurs sensibles. La page qui a gagné, vous êtes prêts? Ouch! On la voit même pas au complet, j'ai été obligé de la mettre en 3 colonnes ici, tellement que c'est long. Là. On appelle ça le super scroller. Donc, en gros, la personne arrive sur cette page-là et pour voir la deuxième section, elle doit continuer à descendre. Et pour voir la troisième section, elle doit continuer à descendre. Et c'est présentement cette page-là, je vous avouerai qu'on était quand même assez étonnés, mais c'est cette page-là qui, depuis maintenant à peu près 6 mois, convertit le plus et maintient un taux de conversion à 3 %, alors que les versions avec moins de texte se retrouvent avec des taux de conversion, justement, autour de 1,5 % ou des améliorations beaucoup moins grandes. Donc, ce que ça nous dit, c'est que on peut pas, quand on regarde ça, on ne peut pas se dire d'avance que « Ah, ça, c'est incroyable, quelle belle landing page, ça va convertir. » Non, c'est difficile. Mais c'est celle-là qui a gagné. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ces tests-là et de laisser vos utilisateurs vous dire « Regardez, moi, c'est exactement ce genre de page-là que j'ai besoin pour convertir sur ton site. » Un autre exemple qui est quand même qui fait moins mal aux yeux, ici, donc, le taux de conversion a augmenté de 38 %. Et ce que c'était, finalement, c'était pour une inscription à un webinaire. Donc, ça se fait pas seulement dans un environnement B2C, comme l'exemple qui était auparavant, où est-ce que quelqu'un qu'on vendait un testament. Ici, on veut seulement que la personne s'inscrive à un webinaire. Mais la version de droite convertit mieux, puisque, entre autres, ce qu'on voulait faire comme test sur celui-là, c'est d'enlever toute la fioriture potentielle qui pouvait déranger l'utilisateur en enlevant le menu, en enlevant l'image, en enlevant tout ce qui était là, en enlevant le menu de gauche aussi. Et on lui disait seulement, regarde, inscris-toi, voilà ton formulaire d'inscription sur la droite. Et on a quand même réussi à augmenter de 38 % le taux de conversion, ce qui n'est pas mauvais du tout. Si je ne suis pas convaincant, je me suis dit que peut-être que Google le serait. Donc, Google aussi a fait des tests, entre autres sur son interface Gmail. Et le fait de mettre un nouveau titre a réussi à convertir plus de 5 %. Des bullets sur la section de gauche, en mettant ça, il a réussi un autre 5 %, un nouveau bouton 8 %. Donc, tous ces points-là, ça fait qu'au bout de la ligne, il y a des augmentations majeures de son taux de conversion sans avoir déboursé des montants astronomiques. Et donc, finalement, tous les visiteurs qui viennent ont plus de chances de convertir. Et finalement, le dernier point au niveau de l'optimisation, c'est de chercher en permanence comment vous améliorer. Il y a plein de façons, bien sûr, de s'améliorer. Je voulais vous montrer celui-là. C'est un type de sondage qu'on travaille depuis un certain temps qui nous permet, plutôt que d'avoir seulement, comme par exemple les 4Q qui permettent de poser les 4 questions de base. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur notre site? Est-ce que vous avez réussi à le faire? Et sinon, pourquoi? Donc ça, c'est 4 questions de base, ce qui est très, très bien. Mais en utilisant ça, c'est qu'on est capable de poser le même genre de questions, mais d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le moment où il a dit « je veux répondre » et le moment où il a répondu à notre questionnaire. Et ce qu'on fait, nous, pour faire ça, c'est qu'on enregistre une vidéo de la personne, ce qu'elle a fait, et un identifiant dans Google Analytics pour être capable de tracker après ça qu'est-ce que la personne a navigué. Donc, l'exemple, ce que ça peut donner, bon, ça ici, c'est un résultat de sondage, c'est assez classique, mais on voit une personne ici qui cherchait de l'information sur le processus de modification d'une pension alimentaire. Donc, c'est ce qu'elle voulait, et elle n'a pas réussi à atteindre son but, c'est ce qu'elle me dit. Ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai sa session dans Google Analytics qui me permet de savoir qu'est-ce qu'elle a navigué. Donc, je vois qu'elle a eu l'air d'avoir de la difficulté parce qu'elle est revenue en arrière, elle est retournée en avant. Ça, on le voit notamment, puis là, vous ne le voyez pas nécessairement en arrière, mais sur la gauche et sur la droite de l'écran, on voit que la personne, finalement, a visité la même page. Donc, au centre, c'est la page actuelle. Puis après ça, elle est allée en arrière, elle a essayé d'aller en avant. Donc, elle s'est déplacée, puis elle n'a pas trouvé l'information qu'elle voulait. Et le dernier point, c'est les vidéos de la session. Donc,
c'est pas très convaincant, mais à tout le moins, je voulais quand même vous montrer à quoi ça peut ressembler. En gros, ce qu'on voit, c'est la personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle est descendue en bas, c'est plus vite que le temps réel, mais elle est descendue en bas en regardant toutes les questions qui sont là, et puis elle n'a rien trouvé, et elle a quitté le site. Alors que l'information était disponible sur le site, était à gauche dans la section parents. Si elle avait cliqué dessus, elle aurait pu le voir. Donc, moi, je suis capable de comprendre en ayant ça que j'ai un problème d'ergonomie sur le site, j'ai une information qui n'est pas présente, et en le faisant, en ayant toute cette information-là, la vidéo, ce qui s'est passé dans Analytics, ainsi que sa réponse, j'ai tout en main pour être capable de faire des améliorations à mon site et de mieux convertir. Donc, finalement, pour conclure, les 10 points à retenir. Premièrement, investir au bon endroit. Je vous ai parlé beaucoup des moteurs de recherche, mais si vous avez déjà des outils en place qui vous permettent de savoir que tout type de campagne, que ce soit des bannières, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit n'importe quoi, fonctionne mieux, bien, investissez là-dedans, c'est ce qui est important. Maximiser votre quality score. Les 2 points majeurs que j'ai parlé, c'est au niveau de la page de destination et des groupes d'annonces que vous pouvez restreindre pour essayer d'avoir les bons mots-clés. Ça va faire des grosses différences. Creuser au fond des choses. Je vous ai montré un exemple d'un écran de Google Analytics qui vous permettait de savoir quelles sont les positions qui donnent les meilleurs résultats, mais il y a plein de façons de creuser. Il y a tellement de données disponibles que si vous avez une question, vous dites « si j'avais ça, je pouvais le faire », il y a probablement une façon d'aller chercher cette donnée-là. Profiter des failles. Bon, désolé, la faille du iPhone ne fonctionne plus, mais il va en avoir d'autres, donc soyez à l'affût de ce qui se passe. Pour le référencement, je pense que mes exemples étaient quand même assez éloquents. Il y a beaucoup de gens encore qui n'y pensent pas, donc pensez-y. La force du domaine, j'ai donné du détail là-dessus, mais si vous avez des microsites, pensez-y avant d'en créer des nouveaux. Voyez si vous ne pourriez pas, à la place, garder ça sur votre domaine principal. L'exemple d'Adidas pour ce qui est de référencement et créativité, la meilleure chose à faire, si vous n'êtes pas certain, vous êtes en train de monter un site, vous dites « est-ce que je pourrais mieux le positionner ?» Parlez à n'importe qui, que ce soit à l'interne ou à l'externe, qui connaît un peu le référencement, vous allez tout de suite pouvoir avoir l'information. Trouver les bonnes pages à optimiser. Donc, c'est la meilleure façon de faire parce que si vous essayez de tirer partout, vous n'obtiendrez jamais de résultats. Donc, c'est important de commencer par la page, par exemple. Vous dites, cette page-là, elle m'emmène vraiment beaucoup de gens, ça me coûte vraiment cher, j'envoie toutes mes campagnes là-dessus. Comment je pourrais faire pour la modifier? Est-ce que je peux faire un test là-dessus et avoir des résultats? Laissez parler votre équipe. Donc, ça peut être des fois la meilleure idée. Ça peut venir d'un designer, ça peut venir d'un ergonome, ça peut venir d'une personne de référencement, ça peut venir de n'importe qui. Donc, c'est important d'écouter tout le monde et de faire des versions puis de vous dire, regardez, c'est pas grave, c'est le client qui va choisir à la fin. Et puis, chercher en permanence à vous améliorer. Donc, il y a tellement d'outils qui permettent d'avoir des statistiques et de la donnée intéressante. Cherchez ces outils-là, cherchez cette donnée-là qui va vous permettre de faire que votre site va convertir de plus en plus. Dernier point, on offre 2 formations Google Analytics gratuites à notre kiosque en haut si ça vous tente. Donc, il y a un tirage qui va être exécuté demain. Donc, si ça vous tente de venir à une de nos formations Google Analytics, justement, ça va vous aider à couvrir plusieurs de ces points-là. C'est tout? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. La formation, en fait, c'est un tirage. La formation, on en donne à chaque mois, 2 mois. Mais en gros, si vous inscrivez au tirage, demain, vous allez savoir si vous êtes un heureux gagnant ou un triste perdant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? 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 Non. Généralement, non. Je vous dirais qu'on a quand même élaboré la question, on y a pensé, on a regardé. Si vous regardez, en fait, tous les blogs de gens qui sont un peu dans le référencement sont tous en /blog, nous aussi. Et justement, à cause de la force du domaine. Si vous faites un blog, votre nom de domaine, non, idéalement, vous gardez ça /blog. Ce que vous avez, c'est probablement la meilleure option actuellement. La preuve, c'est qu'on se positionne sur recette de dinde avec ça. Là, fait que c'est... Oui? C'est sûr que j'ai été quand même, surtout parce que présentement, la situation actuelle, il est déjà sur /blog. Moi, j'aurais regardé ça comme ça. Maintenant, si vous avez déjà un blog qui a, par exemple, un gros trafic, beaucoup de liens, ça pourrait être bénéfique de le garder à l'externe pour les liens, mais probablement qu'en ayant
en ramenant ça sur votre domaine, admettons que vous emmenez avec ça un 5000 liens d'un coup, bien, ça va être beaucoup plus bénéfique pour votre domaine principal, puis tous vos mots-clés de votre domaine principal vont automatiquement gagner au lieu que ça... Selon nous, c'est probablement la meilleure alternative de concentrer ça sur votre domaine principal parce que plus il est gros, puis vous regardez, c'est assez simple, hein, les gros domaines actuellement, ils peuvent se positionner sur presque n'importe quoi. Vous avez un domaine actuellement, que ce soit un cyberpresse ou n'importe quoi, vous pouvez faire des tests, là, vous dites à cyberpresse, vas-y, essaye-le, positionne-toi sur ce mot-clé-là, il y a des bonnes chances qu'il apparaisse. Pourquoi? À cause de la force de son domaine, la quantité de liens qui sont là qui fait que Google se dit, ce domaine-là, peu importe sur quoi il écrit, je suis capable ça vaut la peine que je le fasse sortir parce qu'il y a de l'autorité il y a de l'autorité pour moi. Oui? Bonjour, je me demandais quel outil a été utilisé pour voir le cheminement de l'usager dans le site. Le vidéo? Oui. C'est ClickTail. Comment? ClickTail, ça s'écrit comme click, tail, ouais, click, C-K-Tail, T-A-L-E. Donc, encore, c'est un petit outil qui ne coûte pas très cher. Le tout, finalement, c'est de... Nous, ce qu'on a fait, c'est... On n'a pas réinventé la roue complètement. On n'est pas une compagnie de développement technologique. Il n'y a rien de complexe là-dedans. On a juste agrégé l'ensemble de la donnée pour être capable de savoir, bon, bien, une personne, qu'est-ce qui s'est passé de cette personne-là? Elle m'a répondu à mon sondage. J'ai réussi à aller chercher l'information dans Google Analytics et j'ai sa session dans ClickTail qui me permet de savoir, au bout de la ligne, qu'est-ce qui s'est passé. Oui? Pourquoi y a-t-il tellement de différence entre Google.com et Google.ca dans les résultats? Oui, il y a beaucoup de différences. C'est quelque chose qui change beaucoup actuellement et il faut vraiment investiguer la question. Puis en plus, il y a toutes ces différences-là, mais il y a beaucoup de différences aussi au niveau de la personnalisation des données. Plus ça va actuellement, plus ça change. Ces données-là sont rafraîchies. Si vous regardez quelque chose en date d'aujourd'hui, ça sera probablement différent en date de demain. Et depuis quelques mois maintenant, les données apparaissent de façon beaucoup plus ciblée sur l'endroit où vous êtes présent. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes à Montréal, nous, au bureau, présentement, ils nous considèrent comme si on était à Outremont, donc ils n'arrêtent pas de nous pousser de la publicité d'Outremont. Donc, c'est comme, il a quand même réussi à vraiment plus cibler où on est présent. Et puis, je pense que Google.ca doit le faire un petit peu mieux actuellement, cette notion justement de cibler là par rapport à Google.com. Google.com a encore tendance à livrer beaucoup de résultats américains, même si vous êtes branché au Canada. Donc, le tout, c'est justement de plus... Nous, on essaye de regarder, oui, les données de rankings, de savoir où est-ce que vous êtes positionné, mais en même temps, de se fier beaucoup sur le trafic qui est généré par ces mots-clés-là sur notre site, parce que juste regarder le ranking, c'est très difficile. Si je me branche, il faudra avoir des outils un petit peu partout, finalement, pour être capable de savoir, bon, bien, si je suis à New York, où est-ce que je me positionne? Si je suis en Californie, où est-ce que je me positionne? Si je suis en Europe, où est-ce que je me positionne? Donc, tous ces points-là sont différents et peu importe, même si vous utilisez google.com, google.ca, ça va être des résultats différents en fonction de l'endroit où vous êtes branché. Donc, on est obligé de regarder d'autres statistiques que seulement le positionnement. Oui? Je me demandais, admettons que ma business est locale, est-ce qu'il y a une façon avec mon site web de dire à Google que je suis ici, là? Il y a plein de façons. Vous pourrez aller lire en ligne, il y a des bons exemples, mais notamment, premier point, en mentionnant la ville à l'intérieur de votre site, en mentionnant l'endroit où vous êtes. Google est capable de lire ça, est capable de voir sur votre site que vous êtes à cet endroit-là. Il y a tout ce qui est positionnement dans Google local aussi, donc s'assurer que vos entrées dans les pages jaunes et dans Google local sont bien optimisées, donc en écrivant, par exemple, des mots de ville associés à ça. Puis après, si vous êtes présent dans différentes régions, bien, c'est de voir est-ce que vous êtes capable d'avoir des pages sur votre site qui sont spécifiques à une région. Je donne l'exemple, par exemple, d'Uniprix, pour lesquels on a travaillé dernièrement pour positionner leur pharmacie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé beaucoup au niveau du localisateur de succursale pour s'assurer qu'il y avait une page par région, finalement, pour chacune des pharmacies, ce qui fait que maintenant, quand vous cherchez pharmacie Boucherville, pharmacie Laval, tout ça, bien, vous tombez toujours sur on l'espère, sur les pharmacies d'Uniprix, justement à cause qu'il y a une page optimisée dans le site pour chacune de ces villes-là, chacune de ces régions-là. Et il y a plein d'autres façons. Là, je ne pourrais pas élaborer sur toutes les approches. Comme je dis, vous pourrez lire là-dessus en ligne, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de s'optimiser localement. Oui? Ah, excuse, j'avais... C'est pas grave. Allez-y. Justement, d'après vous, est-ce que j'ai pu remarquer que les gens vont taper de plus en plus une série de mots pour avoir un résultat plus précis? Oui, 3 mots et plus, oui. Exactement. Est-ce que d'après vous, il y a beaucoup de gens qui tapent quand même un endroit, genre Outremont, Montréal?
Bien, ça, en fait, vous avez tous les outils en main pour le savoir. Donc, vous avez juste à aller dans Google Insights for Search, entre autres, ou dans votre, si vous avez Google, si vous avez un compte Google AdWords, vous rentrez là-dedans, puis vous cherchez exactement vos mots-clés avec la région, puis vous allez avoir de la donnée. Mais ça donne souvent des données insuffisantes. Oui, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand la donnée est insuffisante, souvent, c'est ou bien qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de recherche, ou bien dans ce temps-là, si la donnée est insuffisante, vous pouvez prendre une chance, puis vous partir une campagne, puis aller voir la donnée qui est là. Souvent, ça ne sera pas nécessairement très coûteux. Vous vous dites, bon, ben OK, il faut que je le fasse. Ça va me sortir X montant, 100 500 ou X, puis vous le partez pour une période. Sur les mots-clés que vous dites, ces mots-clés-là sont importants pour moi, vous les dirigez vers votre site, puis vous regardez ce que ça donne comme impression. Vous vous assurez d'être présent toujours dans la première page, parce que sinon, les impressions vont être faussées. Mais là, après ça, ça va vous permettre d'avoir de la donnée fiable qui vous dit, par exemple, si vous avez parti ça pendant une période d'1 mois, bien, au total, dans 1 mois, voilà le nombre de requêtes approximatives que ça me donne pour ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là. Puis vous pouvez après ça prendre une décision. Souvent, on utilise beaucoup les comptes de positionnement payant de nos clients pour définir quels sont les mots-clés qu'on va optimiser à l'intérieur d'un site. Parce qu'on est capable de savoir, par exemple, si un mot-clé convertit super bien puis qui est vraiment très recherché, bien, c'est sûr que la première chose qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va dire, on s'organise pour se positionner des résultats organiques là-dessus. Let's go. S'il y a des conversions, c'est sûr que si on remarque que ça génère beaucoup, beaucoup de trafic, puis que notre objectif, c'est des ventes, puis que ça nous coûte beaucoup d'argent, bien, on va probablement prendre la décision de ne pas nécessairement miser là-dessus. C'est toujours une question de définir vos objectifs et tout, mais généralement, le but, c'est sûr, c'est d'optimiser les mots qui convertissent parce que c'est ce qu'on veut. Oui? Le fait d'optimiser le site, justement, en fonction de la région, par exemple, en mettant l'île de Montréal, Québec, peu importe, est-ce que ça aide le positionnement dans Google Desktop versus Google.com? La relation n'est pas si claire dans ma tête actuellement. Il faudrait peut-être que je me réfère. Il y a peut-être quelqu'un au bureau qui pourrait répondre sur ce point précis-là. Puis je préfère ne pas m'aventurer sur cet aspect assez précis parce que je risquerais de t'induire en erreur. D'autres questions?